Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Notre Père Saint-Jean, priez pour nous. Alors, c'est notre dernière rencontre de cette année. Nous bouclons une année d'études. Et l'année prochaine, donc, on commencera la philosophie du vivant pour ce cours-là, comme on avait dit la dernière fois. Nous allons dès aujourd'hui prendre le nouvel horaire, c'est-à-dire ce cours maintenant, puis la messe, et puis l'autre cours, et enfin le repas. J'espère que vous ne serez pas trop affamés pour bien suivre le reste. Et puis l'après-midi, donc en début d'après-midi, le troisième cours. Alors comme ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ce cours de philosophie politique, selon Aristote, je vais rappeler certains éléments importants de cette réflexion et cette recherche que Aristote a menée à la suite de la philosophie éthique. Vous vous rappelez, nous avions commencé cette recherche à l'école d'Aristote par la recherche du bonheur, qui est la question majeure de l'éthique. Tout homme désire être heureux. Et ça, c'est une donnée universelle, voyez. Et alors, toute la démarche, et qu'est-ce que c'est que ce bonheur ? Et Aristote, petit à petit, découvre qu'il y a un bonheur qui vaut pour tous les hommes, qui est le même et en même temps différent pour chacun d'entre nous, et que ce bonheur a deux facettes. Il y a, selon le bien vers lequel on tend, il y a le bien absolu, s'il existe, parce que à ce niveau-là, on n'a pas encore découvert l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Et puis, il y aurait aussi la personne humaine avec laquelle on peut contracter une alliance d'amour qui rend heureux. Voilà, alors pour Aristote, c'est clair, il y a deux aspects du bonheur. Un aspect qui est plus connaturel à l'homme, c'est l'amitié, et puis un aspect qui est plus contemplatif, évidemment, c'est aimer Dieu et le contempler. Mais Aristote ne s'en tient pas là. Il faut rappeler que la raison pour laquelle Aristote a commencé à mener cette réflexion, c'était face à Platon, qui voyait dans la politique le principe de l'éthique, c'est-à-dire que toute l'éthique, la conduite personnelle, les activités personnelles dépendaient de la vie de la cité. Et Aristote, donc, s'est opposé à cela en découvrant, du reste, en découvrant deux principes bien différents entre l'activité personnelle, qui est commandée par un principe qui est la fin. La fin, c'est le bien vers lequel je tends, qui m'attire et auquel je réponds comme attraction. Donc ça commande toute mon activité personnelle, c'est-à-dire l'amitié. La personne que j'aime, elle commande toutes mes activités, toutes mes autres activités. Et un autre principe, parce que ce premier principe, qui est l'union de deux personnes humaines, s'achève dans un fruit qui sont les enfants et constitue une famille. Mais la famille à elle seule ne peut pas pourvoir à tous ses besoins. Donc il faut que les familles s'unissent entre elles et que les groupes de familles unis entre elles s'unissent aussi, jusqu'à arriver à un point où l'assemblée arrive à être autonome économiquement. Alors là, à ce moment-là, chaque famille peut profiter du bien commun, et voilà le principe qui fait que les familles s'unissent entre elles, parce qu'elles ont toutes besoin du service des autres. Et finalement, la cité, c'est la communauté humaine parfaite.
dira Aristote. La famille est déjà une communauté humaine parfaite, mais la cité est une communauté humaine parfaite d'une autre perfection. En tout cas, Aristote découvre deux principes et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, cette autre perfection. Deux principes de l'activité personnelle et de l'activité politique. Et le principe de l'activité politique, c'est le bien commun. Ce sont deux principes qui sont complètement différents. On ne peut pas les unir comme faisait Platon. Platon, pour lui, il y avait un bien en soi et tout le bien personnel devait participer à ce bien en soi. Ce qui fait qu'il y avait une vision complètement univoque du bien de l'homme. Le bien de l'homme était soumis au bien de la cité, puisqu'il participe au bien de la cité, donc il était soumis au bien de la cité. Et Aristote dit non, moi je ne suis pas d'accord, c'est pas l'expérience qu'on a. L'expérience qu'on a, c'est que le bien personnel, il n'est pas communautaire. Il est personnel. Et donc, je ne peux pas dire que ce bien-là, qui transcende en plus ma personne, puisque l'autre, c'est une personne qui a quelque chose qui me dépasse tout le temps. Pourquoi elle me dépasse ? Parce qu'elle m'attire. Elle m'attire, c'est un bien qui est autre que moi et dont je deviens relatif. Dans l'amour, je suis relatif au bien qui m'attire, puisqu'il m'attire, donc je suis relatif à ce bien-là. Ça veut dire que l'autre me dépasse. Je suis second. Donc il y a quelque chose dans l'autre qui me dépasse. Ce bien-là ne peut pas être soumis au bien commun. Le bien commun, c'est quoi ? C'est le service que les familles se rendent pour être autonomes et pouvoir profiter du temps qui est nécessaire pour l'amour personnel. Si je passe mon temps à construire des voitures, faire des maisons, etc., alors, et aujourd'hui, on sait bien que c'est le risque. L'homme et la femme travaillent tous les deux, et du coup, ils n'ont plus le temps d'être ensemble, ils n'ont plus le temps de nourrir leur amour, et ça se termine par un divorce et une séparation. On ne se supporte plus. Parce qu'on n'a pas pris le temps de vivre ensemble, de s'aimer et de grandir dans l'amour. Alors, pour Aristote, le bien personnel, on ne peut pas le soumettre au bien commun. C'est autre et autre. Vous voyez l'analogie du bien. Le bien personnel est autre que le bien commun. Pourtant, c'est le même nom bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun, et ce quelque chose commun dans la diversité, c'est ça l'analogie, c'est que ça finalise une activité. Mais de façon autre et autre. La personne humaine m'attire, le bien commun finalise mon activité de production. C'est pas quelque chose qui m'attire, ça n'existe pas avant. Je le produis, et donc il est moins que moi. Comment puis-je soumettre un bien personnel qui est transcendant au bien commun qui est inférieur à moi, puisque c'est moi qui le produis, même si c'est avec d'autres. Vous voyez, c'est pas possible. Donc Aristote s'est mis en opposition à Platon sur ce point-là, et il essaye de réfléchir, mais qu'est-ce que c'est que la communauté humaine ? Faisons une philosophie de la communauté humaine. Puisque Platon s'est complètement trompé sur ce point-là, eh bien, essayons de reprendre la recherche et puis d'expliciter tout ça. Alors, la première chose qu'on avait vue, et ça, c'est une chose extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en attente de l'élection américaine, qui aura lieu mardi, c'est dans 2 jours. Et donc, c'est un acte politique majeur, dont un peu le monde entier dépend. Puisque la place des États-Unis dans le monde, c'est quand même assez faramineux. Donc il faut beaucoup prier, ça c'est une parenthèse, c'est pas philosophique, mais il faut beaucoup prier parce que le sort du monde en dépend un petit peu quand même, et peut-être beaucoup. Alors, la chose tout à fait originale, mais c'est pas une recherche d'originalité, c'est la réalité qui nous montre ça. C'est que pour Aristote, la communauté humaine, elle est naturelle. Naturelle. C'est-à-dire, le premier élément qui est la famille, c'est naturel, parce que une personne m'attire, et puis je réponds à cette attraction, puis il y a des fruits, et donc cette famille, elle est naturelle. Il n'y a pas de construction humaine dedans, c'est tout à fait la force de la nature qui implique ça.
Et il dit, mais au fond, l'union des familles entre elles, pour survenir à leurs besoins, c'est aussi naturel. On a besoin, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et l'union ce qu'il appelle des tribus entre elles, c'est-à-dire des associations de familles entre elles, c'est aussi naturel. C'est la cité. Et la cité parfaite, c'est celle qui a cette autonomie, cette autarcie. Et donc, la philosophie de la communauté humaine, c'est une philosophie de quelque chose qui est complètement naturel. Voilà. Alors aujourd'hui, vous voyez, hein, la politique est entièrement commandée par l'économie, et voilà, où est passé l'aspect naturel et l'aspect fondamental qui est la famille? Où est-ce que ça a complètement disparu? Et on voit bien aujourd'hui, vous voyez, toutes les propagandes qui sont faites pour l'individu et non pas la personne. Vous voyez, ça c'est très important. La personne, c'est celle qui choisit sa fin. Vous voyez, une personne m'attire, je choisis de répondre à cette attraction et de faire une alliance d'amour avec elle. Ça, c'est la personne. L'individu, il est interchangeable. Un individu peut en remplacer un autre. Donc, ce n'est pas la personne humaine. C'est ce qui, dans la personne humaine, est commun à tous. C'est-à-dire la nature humaine. Mais l'exercice de la nature humaine, c'est l'exercice de mes facultés, en particulier spirituelles, l'amour, la connaissance, tout ça, ça va former la personne. Vous voyez, ça forme la personne si j'use bien de mes facultés spirituelles, en vue de mon bien, en vue de ma fin. Vous voyez, utiliser la volonté pour aimer une personne et faire une alliance d'amour avec cette personne. Si j'utilise mes facultés spirituelles, sensibles et végétatives en vue de ma fin, qui est mon bien, alors je développe en moi quelque chose qui aboutit à une perfection, à un sommet. Je développe ma personne. Si au contraire, je n'utilise pas mes facultés spirituelles parce que je suis paresseux ou parce que je me laisse aller, hein, eh bien, alors à ce moment-là, je rentre dans la catégorie de ce qui est commun à tous. Et il n'y a rien qui émerge. Vous voyez, l'amour personnel, ça m'est personnel. La femme que j'ai choisie, l'homme que j'ai choisi, il n'y en a pas d'autres qui vont le choisir de la même manière que moi. C'est vraiment personnel, c'est pas individuel. Vous voyez ? Donc l'individu, est-ce que la communauté politique regarde les personnes ou est-ce qu'elle regarde les individus ? On peut se poser la question, hein, parce que les lois, elles doivent regarder tout le monde. Donc la législation, vous voyez, c'est-à-dire le gouvernement, au fond. Hein, le gouvernement d'une communauté humaine, est-ce qu'elle se fait sur la base des individus ? Ou est-ce qu'elle se fait sur la base personnelle? Puisque les lois doivent être universelles, regardez tout le monde. Alors si vous avez compris ce qu'Aristote dit, que le fondement, c'est la famille, et donc la personne, l'assemblée des familles est encore naturelle, et l'assemblée des tribus est naturelle, donc le fondement, c'est la personne. C'est pas l'individu. Donc si je veux gouverner une communauté humaine, en respectant le principe de base qui a formé la communauté humaine, hein, c'est-à-dire la personne humaine, il faut que les lois qui sont pourtant universelles ne tombent pas dans le piège de regarder les individus, mais de regarder les personnes. Ce qui est extrêmement difficile, parce que la loi est universelle, et les personnes sont singulières. Et elles sont non si substituables les unes à l'égard des autres. Alors ça veut dire que la loi, même si elle est universelle, elle n'est pas un absolu. Elle n'est pas un absolu. En tout cas, je voudrais vous simplement relire quelques passages d'Aristote, après cette introduction, qui vous rappellent ce qu'il disait sur la formation de la communauté humaine politique. Hein. Donc ça se trouve au premier livre, chapitre 2, alors Aristote dit, la première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre.
C'est le cas pour le mâle et la femelle, en vue de la procréation. Et cette union n'a rien d'arbitraire, mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi. Alors vous voyez, là encore, Aristote, pour lui, l'union des personnes dans l'amour, c'est en vue de la procréation. Vous voyez, parce que c'est la partie animale, la partie végétative, c'est-à-dire la procréation. On a en commun ça avec les animaux. C'est que la tendance, c'est de laisser derrière nous un autre semblable à nous. Voilà. Alors Aristote n'a pas été jusqu'au bout de la réflexion et il a déjà dépassé Platon, ce qui est déjà pas mal, mais et l'Église, vous le savez bien, alors là entre parenthèses, c'est plus de la philosophie, mais l'Église, vous savez bien, a changé d'optique sur ce point de vue-là. Elle disait que le mariage était en vue de la procréation, et après elle a dit non, le mariage, c'est d'abord pour l'amour des époux entre eux. Et donc la procréation qu'on a en commun avec les animaux et les plantes, elle est en vue de l'amour des époux. C'est-à-dire que l'acte procréateur peut être fait même si on sait qu'il n'y aura pas d'enfant, parce que ce n'est pas le moment de la femme, mais c'est pour l'amour des époux. Vous voyez, c'est vraiment la finalité de l'homme qui est l'amour, qui l'emporte sur la partie animale. C'est pour ça que la vie spirituelle dans l'homme transforme tout ce qui est animal en nous. Vous voyez, on l'a vu déjà au niveau des passions. Vous vous rappelez qu'on a étudié en éthique le concupiscible, l'irascible, comment l'intelligence pratique vient transformer ces passions pour les humaniser. Autrement, ça devient bestial. Si l'instinct sexuel, il est d'abord en vue de l'amour des époux, ça le transforme. C'est-à-dire, ce n'est plus bestial, mais c'est l'amour qui commence ça. Voyez, non seulement c'est ordonné à l'amour, mais l'amour a pour conséquence cet acte-là. Donc, pour Aristote, d'abord, la famille. Et la famille est naturelle. Aujourd'hui, on fait des familles recomposées, on fait des familles... mais ça peut être naturel aussi, recomposé. Quand il y a une erreur au point de départ, on comprend. Mais on fait des familles entre hommes, des familles entre femmes, des familles mélangées, enfin n'importe quoi. Oui, c'est plus du tout naturel. Alors, la cité, se compose de ce type de rassemblement, elle n'est plus naturelle. Et le gouvernement va complètement changer. Oui, c'est la destruction de la société, puisque la communauté humaine, elle est formée des familles. Elle est formée par un point de vue naturel. Si on introduit de quelque chose d'artificiel dedans, on détruit la communauté humaine. Ensuite, Aristote dit la chose suivante. En effet, alors, pour ce dernier cas, l'être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir... Non, attendez, je me trompe, c'est un autre passage. Voilà. Donc, on a vu première communauté, la famille. Deuxième passage. D'autre part, la première communauté formée de plusieurs familles en vue de la satisfaction de besoins qui ne sont plus purement quotidiens, c'est le village. Par sa forme la plus naturelle, le village paraît être une extension de la famille. Ses membres ont, suivant l'expression de certains auteurs, sucé le même lait et comprennent enfants et petits-enfants. Et c'est ce qui fait qu'à l'origine, les cités étaient gouvernées par des rois. Que les nations le sont encore de nos jours, car cités et nations ont été formées par la réunion d'éléments soumis au régime monarchique. Vous voyez, le père de famille, il est comme un roi. C'est un gouvernement un peu monarchique. C'est-à-dire qu'il veut le bien des membres de sa communauté, et il travaille pour ça, et en même temps, il est assisté. Il n'est pas tout seul dans le gouvernement. Il est assisté, au point de vue chrétien, on le sait, c'est une aide que Dieu lui a faite, pour son gouvernement. Alors, on reverra ça après les formes de gouvernement que Aristote... voilà. Alors, vous voyez, qu'on suçait le même lait, c'est-à-dire que le village est formé de familles qui se connaissent et de familles qui sont un peu parentes entre elles. C'est pour ça que le gouvernement peut être monarchique,
Parce que si dans une famille, c'est le père de famille qui gouverne la famille, dans des familles qui sont un peu de la même famille, eh bien, celui qui va gouverner, il est de la même famille. Et c'est analogue au gouvernement. C'est pour ça que si la communauté humaine est formée naturellement, eh bien, naturellement, le gouvernement de la cité va être monarchique. Alors aujourd'hui, les choses ont tellement changé que je ne sais pas si on peut dire encore la même chose, mais vous voyez, au temps d'Aristote, c'était ça. C'était ça, un gouvernement monarchique. On verra après ce qu'il propose. Dernier lieu, enfin, la communauté. Alors là, vous voyez bien, les familles s'unissent entre elles par intérêt. Puis après, Aristote, en progressant dans sa recherche de vérité, il va dire, ah non, le bien commun, ce n'est pas d'abord l'utilité. Et il va dire, c'est d'abord la bonne entente entre ceux qui coopèrent. C'est la concorde, ce qu'il appelle la concordia, la concorde entre les membres de la cité. Ben forcément, si c'est entre plusieurs familles pour un village, il y a une concorde naturelle. Voyez, encore là, on retrouve l'aspect naturel. Entre les membres d'une même famille, il y a une concorde, même si parfois il y a des disputes, il y en a un, il y a quand même un lien de la chair et du sang sur lequel qui est le fondement de l'amour entre les membres de la même famille. Pour le village, comme c'est une constitution naturelle, c'est pareil. Les familles se connaissent, elles sont parentes, et donc il y a une connaturalité entre elles, et il y a un amour qui s'appuie là-dessus. Et pour la cité, ça devrait être pareil. Alors, bon. Donc, enfin, la communauté formée de plusieurs villages et la cité, au plein sens du mot, elle atteint dès lors, pour ainsi parler, la limite de l'indépendance économique, ainsi formée au début pour satisfaire les seuls besoins vitaux, elle existe pour permettre de bien vivre. Vous voyez, le dépassement de l'intérêt, c'est-à-dire l'efficacité, pouvoir satisfaire à ses besoins, c'est là où on voit où Aristote est quand même très axé sur la famille. Il dit c'est le bien vivre. Parce que si en famille, encore une fois, je passe mon temps à faire ce qu'il faut pour faire survivre la famille, je n'y arriverai pas et je ne vis pas bien. Donc si on s'unit entre nous, c'est pas seulement le bien commun, c'est le bien vivre. Le bien vivre qui dépasse le bien commun, parce que ça touche la vie personnelle. Vous vous rappelez que lorsque nous avions fait l'étude éthique, on avait vu que tout homme recherche le bonheur, et après avoir découvert ce que c'est que le bonheur, je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'amitié ou la contemplation, Aristote donne des conditions pour que le bonheur soit un vrai bonheur, c'est-à-dire une certaine stabilité. Si je jouis d'un bonheur une seconde, puis après c'est tout pendant un an, on peut pas dire, non, il faut une certaine stabilité dans le bonheur. Et le bien vivre contribue à cette stabilité. Vous voyez, donc Aristote met au-delà, déjà ici, au-delà de l'utile, c'est-à-dire la production du bien commun pour que les familles puissent survivre, il met au-delà le bien vivre. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours en perspective la personne humaine qui recherche le bonheur. Et la politique, elle entre dans cette perspective. Pour que je sois vraiment heureux, il faut une communauté humaine politique. Parce que tout seul, je n'y arrive pas. C'est le bien vivre, vous voyez, qui contribue au bonheur personnel. Le bien vivre. Et c'est pour ça qu'il faut la concorde. Parce que s'il y a la concorde, alors la collaboration entre tous en sera facilitée. Et puis, on ne perd pas de vue le bien vivre. Voilà, donc là, vous voyez, déjà un dépassement ici que fait Aristote sur le dépassement de l'utilité du bien commun. La finalité de la cité, c'est pas seulement l'autarcie, c'est-à-dire l'indépendance économique. Si on regarde la personne humaine qui est fondamentale, c'est le bien vivre. Parce que c'est le bonheur qui est recherché par la personne.
Et le bien commun, il est en vue de ce bien vivre. Alors vous voyez, là ça change complètement, hein, parce que pour le gouvernement, les lois, elles regardent le bien commun. Si le bien commun, il est en vue du bien vivre de la personne, de chacun, quel que soit l'état, qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas marié, ça n'a aucune importance, c'est le bien vivre. Vous voyez ? Et alors si je regarde la personne humaine, ça change complètement au niveau des lois. Parce que la loi est universelle, comme je vous l'ai dit. La tentation, c'est de faire des lois pour l'individu, alors que pour Aristote, c'est clair que c'est la personne qui compte, en premier lieu. La recherche du bonheur, la politique est commandée par la recherche du bonheur, et donc la politique ne doit pas oublier ce principe de la personne qui recherche son bonheur. Voilà. C'est pourquoi toute cité est un fait de nature. Toute cité est un fait de nature. S'il est vrai que les premières communautés le sont elles-mêmes, car la cité est la fin de celle-ci, et la nature d'une chose est sa fin. Allez, c'est très dense, hein. Ça c'est vraiment de la philosophie d'Aristote, ça, hein. Je répète, la cité est la fin de celle-ci, de la communauté humaine, hein. Et la nature d'une chose est sa fin. Regardez la nature, vous voyez, elle devient tout le temps. Elle devient en vue de quoi ? En vue d'être la nature. La nature, elle est toujours en mouvement et elle devient pour être la nature. Et donc, la fin, la nature, c'est ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que la nature ? Eh bien, c'est ce devenir en vue d'elle-même, en vue d'être pleinement elle-même. Donc, il y a la mort, il y a le printemps, tu sais, et puis il y a l'épanouissement de la nature, en vue de la nature, et la fin, qui est la nature, c'est ce qu'elle est. Donc, la communauté humaine parfaite, la cité, c'est la fin. La fin, alors c'est important parce que ça rentre en ligne de compte, comme je vous le souligne depuis tout à l'heure, hein, dans la béatitude de l'homme, la félicité de l'homme, le bonheur de l'homme. Ça rentre dedans. S'il n'y a pas une certaine stabilité, on ne peut pas parler de bonheur. Et donc la communauté politique est la fin, c'est-à-dire le terme vers lequel l'homme naturel doit tendre pour connaître un bonheur qui soit un vrai bonheur. Vous voyez, il n'y a pas seulement la stabilité, il y a aussi une certaine richesse. Et Aristote mettait dans les conditions du bonheur une certaine richesse, pas la richesse des lentilles, hein, mais une certaine commodité. Vous voyez, qu'on ne soit pas toujours dans la misère et préoccupé par la misère, mais un certain bien-être matériel. Et donc la cité contribue aussi à ça. Hein. Donc il y a plein de conditions pour le bonheur qu'Aristote avait mis en éthique, et puis on l'avait vu ensemble, hein, qui sont satisfaites par la communauté humaine parfaite qu'est la cité. Alors, car la cité est la fin de celle-ci, et la nature d'une chose est sa fin, puisque ce qu'est chaque chose, une fois qu'elle a atteint son complet développement, nous disons que c'est là la nature de la chose. Oui, l'homme, il se développe, comme on l'a dit tout à l'heure, et il se développe surtout dans ce qui lui est propre, c'est-à-dire sa vie spirituelle. Et s'il atteint sa fin, eh bien, c'est ce qu'est l'homme. On peut parler vraiment de personne humaine, d'un homme, quand il atteint sa fin. Tant qu'il n'a pas atteint sa fin, il est imparfait, il lui manque quelque chose. Puisqu'il tend vers quelque chose qui va l'achever. La fin, ça m'achève, puisque c'est une fin. Tant que je n'ai pas ma fin, je ne suis pas achevé. Donc, l'homme qui se développe selon ses facultés spirituelles et qui atteint sa fin, dans l'amitié, dans le mariage par exemple, hein, eh bien, il est pleinement homme, il est pleinement personne humaine. C'est ça qu'est un homme. Vous voyez, ce n'est pas l'aspect formel, âme et corps, seulement. Hein, la structure, vous voyez, les facultés spirituelles, les facultés sensibles, les facultés végétatives, ça c'est l'homme au plan formel, la structure. Mais le vrai développement de tout cela, c'est ce qu'est l'homme quand il atteint sa fin. C'est ça l'homme, la personne humaine. Voilà. Et donc la politique qui contribue au bonheur, vous comprenez ? La politique, elle devrait contribuer au bonheur de la personne, et donc c'est ça la politique, c'est ça la fin, c'est ce que devrait être la politique. Oui.
Aussi bien pour un homme, un cheval ou une famille. En outre, la cause finale, la fin d'une chose, est son bien le meilleur. Et la pleine suffisance est à la fois une fin et un bien par excellence. Vous voyez, pour la personne humaine, son bien, on a vu qu'il y avait des biens que l'homme désire, mais qui sont très divers. Pas seulement l'analogie, mais il y a la fin, il y a le moyen. Le moyen est aussi objet de désir. Mais pourquoi? Parce que je vais atteindre la fin. Et le moyen me permet d'atteindre la fin. Sauf que la fin, l'homme est vraiment ce qu'il est par sa fin, pas par les autres biens, mais par sa fin. Celui qui l'achève complètement. Le moyen ne m'achève pas. Ces considérations montrent donc que la cité est au nombre des réalités qui existent naturellement et que l'homme est par nature un animal politique. Vous voyez, aujourd'hui, la recherche du pouvoir dans la politique fait qu'on est commandé par ce qui donne le pouvoir, c'est-à-dire l'argent. C'est plus du tout commandé par la famille et par la réalité naturelle d'une personne humaine. C'est complètement par les moyens. L'argent est un moyen. Le pouvoir, c'est un moyen en vue du bonheur de la personne. Le pouvoir, l'autorité qui va gouverner, c'est un moyen pour que la personne humaine puisse atteindre sa fin. Dans la perspective aristotélicienne, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tout est... Vous voyez, la perversion, c'est de ne pas... de mettre entre parenthèses la fin et de la remplacer par autre chose, qui n'est pas la fin. La fin est unique. Oui. Et aujourd'hui, on est en pleine perversion politique, mais partout. C'est pas seulement les États-Unis, c'est dans le monde entier. On a perdu le sens. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens de la famille, et plus on détruit la famille, plus on perd le sens de la communauté politique, puisque la communauté politique est à base de la famille. Donc plus on perd le sens de la famille, plus... Alors c'est une catastrophe pour la politique. Celui qui est sans cité naturellement et non par suite des circonstances est ou un être dégradé ou au-dessus de l'humanité. L'individu, voilà, célèbre passage, celui qui n'est pas dans une famille, mais qui est en dehors, ou c'est un dieu, parce qu'il se suffit à lui-même pour tout, ou alors c'est un dépravé, parce qu'il ne vit pas, il ne recherche pas son bonheur. Il est comparable à l'homme traité ignominieusement par Homère, etc. Voilà, donc ça, c'était vraiment le fondement de la politique. Je crois que si on a bien compris ça, eh bien, c'est quand même quelque chose qui tout le reste en dépend. C'est vraiment une conséquence. Tout le reste de la recherche du gouvernement, le meilleur, etc., c'est tout des conséquences. Alors, étant dit cela, Aristote va essayer de préciser de plus en plus, en vue de comprendre le gouvernement le plus adapté, le meilleur qui soit, il va essayer de préciser un peu plus cette communauté humaine qu'est la cité, comment est-ce qu'on peut la saisir. Vous voyez, on a vu ici le fondement et le principe, c'est la personne humaine en recherche de sa fin, etc., etc. Une fois que la cité est constituée, à quoi peut-on la comparer pour essayer de comprendre comment on peut la gouverner? Alors voici ce qu'elle dit. La cité est par nature antérieure à la famille. Et à chacun de nous pris individuellement. Le tout, en effet, est nécessairement antérieur à la partie. Puisque le corps entier, une fois détruit, il n'y aura ni pied ni main, sinon par simple homonymie, et au sens où l'on parle d'une main de pierre. Une main de ce genre sera une main morte. Alors, qu'est-ce qu'Aristote veut dire? Vous voyez, comme quoi la culture, notre culture, elle est très, très, très dans le devenir. Vous voyez, on a de la peine à avoir une culture de la finalité. Alors, dans le devenir, la partie est intérieure au tout. Pour constituer un tout, il faut assembler les parties. Vous voyez? Mais dans l'ordre de la fin, ce qui est premier,
c'est le tout. Vous êtes chacun d'entre vous né dans une communauté familiale et dans une communauté nationale, dans une ville. Et donc la ville et la communauté, elles sont antérieures à vous. Je regarde la personne humaine aujourd'hui, maintenant. Je ne regarde pas Adam et Ève. Je ne regarde pas comment c'est constitué. Ça, c'est le devenir. Voyez ? Mais là, je fais la philosophie de l'homme aujourd'hui, le jugement d'existence. Cet homme existe. Voilà. Je ne regarde pas, je ne fais pas la philosophie de l'histoire. C'est pas la philosophie. Si je veux comprendre ce qu'est la personne humaine, il faut que je la regarde maintenant, comme elle existe. Voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il dit que la cité est antérieure à l'individu, à la famille, pardon. Hein ? Et il compare, alors là, il fait aussi un pas de plus, il dit la cité comme un corps. Un corps est organique, c'est-à-dire il y a des membres. Et chaque membre est une partie du corps. Et toutes les parties du corps collaborent pour le bien de chacun et de tout, et du tout, du corps. Eh bien, la cité est semblable à ça. C'est-à-dire toutes les parties qui les composent, les assemblées de famille, collaborent les unes pour le bien du tout, qui est le bien vivre. Alors, au niveau politique, attention. Or, les choses se définissent toujours par leur fonction et leur potentialité. Vous voyez, si je détruis le corps, la main, c'est plus une main. De la même manière, quand une personne meurt, son corps n'est plus un corps. Parce que ce qui lui donnait vie et sa nature humaine, c'est l'âme. Une fois que l'âme a quitté le corps, c'est plus un corps. Vous voyez, on emploie ce mot corps, mais la signification n'est plus la même, parce qu'il n'est plus animé par l'âme, qui donne au corps la nature humaine. Si l'âme s'en va, parce que la personne meurt, ce corps est un cadavre. Vous voyez, ce n'est plus un corps humain. Il n'est plus animé, il n'est plus un corps d'homme. C'est un cadavre. Et bien de même, dans le tout, si les parties sont séparées les unes des autres, il n'y a plus de cité. Il n'y a plus de cité. C'est comme un corps. Quand par suite, elles ne sont plus en état d'accomplir leur travail, il ne faut pas dire que ce sont les mêmes choses, mais seulement qu'elles ont le même nom. Et alors aujourd'hui, où il y a plein d'agrégats, voyez, je pense à l'immigration, voyez, si l'immigration ne sont pas intégrées dans la cité pour collaborer au bien commun, eh bien on ne peut plus parler de cité, parce que là vous avez un membre qui est équivoque. C'est plus un membre de la cité. Il appartient à la cité matériellement, mais il ne fait pas partie de la cité parce qu'il ne coopère pas au bien commun. C'est pour ça que l'immigration, vous voyez, une conséquence directe, l'immigration, elle est très bonne à condition qu'on soit capable de les intégrer dans la cité, et dans le travail du bien commun. Alors, il y aura des exceptions, c'est sûr. Il y a des réfugiés politiques ou je ne sais pas quoi, et puis ça met du temps à les intégrer, ça d'accord. Mais si on intègre beaucoup de personnes, vous voyez, et qu'on n'est pas capable de leur donner la possibilité de s'intégrer dans le corps, alors ils ne font pas partie de la cité, sauf matériellement. Que dans ces conditions, la cité soit antérieure naturellement à l'individu, cela est évident. Si en effet l'individu pris isolément est incapable de se suffire à lui-même, il sera par rapport à la cité, comme dans nos autres exemples, les parties sont par rapport au tout. Voilà. C'est-à-dire des parties mortes. Des parties mortes. Donc équivoquement des parties de la cité. Voilà, il y a plein de conséquences, ça c'est sûr. Alors, ensuite, Aristote en profite au passage pour faire une critique de la politique de Platon. Vous voyez, on pourrait dire que la politique de Platon, c'est un communisme intégral, puisque c'est le bien en soi qui commande le bien personnel. Et donc, tout le bien, et Aristote pose la question, vous allez voir dans le passage que je vais vous citer, est-il légitime
de mettre au bien commun le bien personnel. Voici ce qu'il dit. Si nous passons à toutes les choses qui sont susceptibles d'une possession en commun, vaut-il mieux pour la cité, appelée à être bien administrée, que cette possession commune s'étende à tous les biens ou qu'elle se limite à certains biens, à l'exclusion de certains autres? Car on peut concevoir que femmes, enfants et biens appartiennent en commun à tous les citoyens entre eux, comme dans la République de Platon, où Socrate déclare qu'il doit y avoir communauté des femmes, des enfants et des propriétés. Qu'est-ce qui est dès lors préférable? Notre présent état social ou celui qui serait conforme à la réglementation décrite dans la République? Voyez, l'aspect naturel fait que si les choses se développent selon une nécessité naturelle, si on change cette conception et qu'on en impose une autre, qui est celle que j'ai conçue, mais qui n'est pas du tout le progrès de la nature, alors à ce moment-là, eh bien, on gouverne de façon tyrannique. Parce que j'impose une idée qui n'est pas conforme à l'élaboration de la cité qui se fait naturellement. Oui. Alors, dans les programmes, vous voyez, de ceux qui se présentent aux élections, il faudrait regarder si dans les programmes, il y a quelque chose qui est en faveur de ce que Aristote dit ici, ou non. Je crois que c'est capital de bien comprendre que la cité, elle est basée sur la personne humaine et pas sur l'individu. Oui, la personne humaine qui cherche son bonheur, qui le trouve dans l'amour, où il y a des fruits, c'est la famille qui est naturelle, et la famille s'allie à d'autres familles, parce qu'elle ne peut pas pourvoir à ses besoins propres. Ça aussi, c'est naturel. Et la cité qui est naturelle. Tout est naturel. Alors, du coup, pour les biens, vous voyez, quand vous avez compris ce que voulait dire Aristote, la réponse, elle est immédiate. Parce que le bien personnel, il me transcende, c'est une autre personne, duquel je suis relatif dans l'amour. Dans l'amour, je suis relatif à la personne que j'aime. Je suis second, puisque c'est elle qui a suscité l'amour dans mon cœur. La personne que j'aime, donc je suis second. C'est l'autre qui est principe de mon activité. Puisque je l'aime, je vais mettre en marche tous les moyens à ma disposition pour rejoindre la personne que j'aime et m'unir à elle. Mais il faut qu'il y ait réciprocité, sinon, vous vous rappelez. Donc c'est l'autre qui est principe, donc elle me dépasse, parce qu'elle est principe. Donc tout est fondé sur la personne humaine. L'individu, c'est ce qui est interchangeable, encore une fois, entre nous. C'est pas la personne, c'est l'aspect plus matériel, l'aspect plus formel, corps et âme. Tous, on est égal de ce côté-là. Mais le développement est différent. Donc le bien personnel, puisqu'il est personnel, il ne peut pas être soumis au bien commun que je produis. Encore une fois, le bien commun que je produis, il ne me dépasse pas, c'est moi qui le fais. Le bien personnel, il me transcende. Donc je ne peux pas le soumettre. Donc quand Aristote pose la question contre Platon, est-ce que je peux mettre tous les biens personnels dans le bien commun? On comprend que non, ce n'est pas possible. Ça serait une erreur, ça serait un manquement à la vérité. Puisque le bien commun est inférieur à moi, alors que le bien personnel me transcende. Donc je ne peux pas soumettre le bien personnel au bien commun, pas possible. Ouais. Alors vous voyez, là c'est très important. Aujourd'hui, le bien personnel dans la famille, les enfants font partie du bien personnel, bien sûr. Il n'y a pas que l'époux et l'épouse, les enfants aussi. Si je le soumets au gouvernement de l'État, si c'est l'État qui fait l'éducation des enfants, c'est pas juste, c'est une erreur. C'est une erreur. Le bien personnel ne peut pas être soumis au bien commun. Que l'État ait un regard, et que l'État, même pas un regard, que l'État ait une action pour enseigner, très bien. Ça, c'est normal. Ça fait partie de ce que les parents ne peuvent pas faire.
Ils n'ont pas toutes les compétences pour enseigner aux enfants. Donc la cité pourvoit. Mais l'éducation personnelle, c'est l'éveil de l'intelligence et de l'amour, on l'avait vu la dernière fois qu'on avait fait un peu la philosophie de l'éducation, ça relève des parents. Et si les parents se défaussent sur l'État parce qu'ils ne savent plus faire, ou ils sont dépassés, ou ils ont la flemme, ou je ne sais pas quoi, se défaussent sur l'État en pensant que l'État va se substituer à l'éducation parentale, c'est soumettre le bien personnel au bien commun. C'est une erreur. Vous voyez ? C'est pas seulement pas bon, c'est une erreur, c'est faux de faire ça. Selon la perspective d'Aristote, mais je crois qu'elle est pas mauvaise. Alors, voici ce qu'il dit ensuite. La communauté des femmes entre tous les citoyens soulève beaucoup de difficultés, entre autres celle-ci. La raison pour laquelle, au dire de Socrate, ce mode de vie doit être établi par voie législative n'apparaît pas comme une conséquence déroulant de ses arguments. De plus, pour atteindre la fin qui, selon lui, doit être attribuée à la cité, son plan tel qu'il résulte présentement du dialogue est inapplicable, et quant à la façon dont nous devons l'interpréter, elle n'a été nulle part bien déterminée. Voyez, alors là, Aristote souligne l'incohérence d'une philosophie politique telle que Platon la préconise, et avec l'expérience. L'expérience qui est basée sur la réalité naturelle. Voilà. On introduit quelque chose d'artificiel qui ne va pas dans le sens du bonheur de l'homme. Vous voyez, le but, c'est quand même le bonheur de l'homme. Donc, si je soumets le bien personnel au bien commun, même s'il s'agit des enfants, il y aura quelque chose dans le bonheur de l'homme qui ne va pas pouvoir s'épanouir. Sûrement. Alors, après... cette philosophie de la communauté humaine, de la cité, interroge Aristote après sur l'individu, le citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Et quelle est la vertu du citoyen ? Avant de regarder le gouvernement, il dira que comme la cité est un ensemble de partis, les relations qui existent, ce sont les relations entre les partis, les relations des partis avec le tout et les relations du tout avec les partis. Les relations du tout avec les partis, c'est le gouvernement. C'est le tout qui gouverne les partis. Elle doit intégrer évidemment tout le reste, c'est-à-dire les relations des partis entre elles et les relations des partis avec le tout. Alors, qu'est-ce que c'est pour comprendre ce qui caractérise la philosophie politique ? C'est le gouvernement, bien sûr, de la cité. Donc, c'est les relations du tout vers les partis. Mais ce n'est pas parce que ça caractérise la philosophie politique de la communauté que c'en est le principe. Le principe, c'est les relations des partis à l'égard du tout, vous vous rappelez ? C'est-à-dire la personne humaine en quête de son bonheur qui construit une famille, qui... avec la vie, élabore une famille, et puis après, donc c'est les relations des partis avec le tout qui est le principe. Mais ce qui caractérise une nation, c'est son gouvernement. Donc c'est le tout à l'égard des partis. Oui, la caractéristique, vous allez dire, c'est une république, là, il y a les démocrates et les républicains. Bon, alors c'est deux gouvernements différents. Il y a la gauche, il y a la droite, il y a le centre, et tout ce que vous voulez. C'est ça qui caractérise aujourd'hui la politique. Mais ce n'est pas le principe de la politique. Le principe, c'est les partis à l'égard du tout, c'est la famille. C'est-à-dire que celui qui gouverne, il doit avoir la responsabilité de favoriser les familles, qui est le principe de la communauté humaine politique. Et tout gouvernement qui fait des lois contre la famille se détruit, s'autodétruit, détruit la communauté humaine. Oui. Et c'est ce qu'on vit, c'est tout l'inverse. Eh oui, eh bien je sais bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire partir dans l'autre sens ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut guillotiner... Il faut se former. La première chose, c'est d'être lucide sur qu'est-ce que c'est qu'une communauté humaine. Vous voyez ? Et après,
en grandissant, on espère qu'on a des enfants qui seront capables de prendre des positions clés dans le gouvernement. Mais c'est à base de bon sens, vous voyez, c'est vraiment à base de bon sens, c'est l'expérience, vous voyez, je ne peux pas aller contre l'expérience, sinon je ne suis plus dans la vérité. Ce que je pense doit être conforme à l'expérience. Mais une expérience qui n'est pas artificielle, parce que je peux introduire dans l'expérience des éléments qui faussent l'expérience. Hein. Non, une expérience naturelle, l'amour, l'amitié, ça c'est naturel, vous voyez, il ne peut pas interférer. Hein, j'ai une capacité d'aimer, et puis quand je trouve le bien que recherche mon cœur, et bien voilà, je suis attiré, et puis je poursuis. Vous voyez, ça c'est naturel. Voilà. Alors, repartir dans l'autre sens, il y a un moment donné, certainement, où si on va trop loin dans le même sens, ça sera impossible. Ça sera impossible de revenir en arrière. Oui. À moins qu'il y ait un grand balayage et puis qu'on commence le grand reset, comme on dit aujourd'hui, hein, qu'on remet tout à zéro et on repart. Oui. Bon. Alors, voilà. Tout à fait. Alors, voilà. Alors, je saute un peu parce que je vois que l'heure passe, et parce qu'il continue sa critique de Platon. Je vais vous lire simplement un petit passage, oui, qui n'est pas trop long, sur le citoyen. La Constitution n'est rien d'autre qu'une certaine manière d'organiser ceux qui vivent dans la cité. Puisque la cité est naturellement, c'est un fruit naturel. Donc le gouvernement doit faire des lois qui favorisent cette organisation. Vous voyez ? Mais puisqu'à son tour, la cité appartient à la classe des choses composées, semblable à cela à n'importe quelle autre de ces réalités qui sont des tout, mais les tout formés d'une pluralité de parties, il est évident que c'est le citoyen qui doit d'abord être l'objet de notre enquête. La cité étant une collectivité déterminée de citoyens. On gouverne quoi ? On gouverne en vue de la recherche du bonheur des personnes. Alors, citoyen, c'est le terme technique pour parler du membre le plus élémentaire de la communauté humaine. On appelle ça un citoyen. Qu'est-ce que le citoyen ? C'est là où vient la question, est-ce que c'est l'individu ou la personne ? Oui. Par conséquent, nous devons examiner qui a droit à l'appellation de citoyen et quelle est la nature du citoyen. C'est qu'en effet, sur la question du citoyen, les avis sont partagés. Et le même individu n'est pas reconnu par tous les États comme étant un citoyen. Ainsi, celui qui est citoyen dans une démocratie, souvent n'est pas citoyen dans une oligarchie. Alors, on va voir ce que ça veut dire. C'est des formes de gouvernement différentes. Vous voyez, l'oligarchie et la démocratie. Aristote reconnaît 3 formes de gouvernement et il va dire que le gouvernement le meilleur, il ne dit pas, il ne faut pas chercher l'unité absolue à cause de la diversité des personnes humaines qui composent Donc, faut pas comme Platon. Platon a cherché l'unité absolue, le bien en soi qui commande tout le reste. Aristote dit non, il faut tenir compte des personnes. Donc, ne recherchons pas l'unité comme un absolu. Ne recherchons pas la perfection, mais recherchons le gouvernement le meilleur. Et il dit, le gouvernement le meilleur sera un mélange des 3 formes de gouvernement qui sont légitimes. Premier, c'est la monarchie, ensuite l'aristocratie, et ensuite la démocratie. Et il analyse les corruptions de ces 3 gouvernements-là. Alors, monarchie, c'est l'aspect familial, on l'a vu, hein, et la corruption, c'est la tyrannie, c'est-à-dire l'autorité qui se transforme en pouvoir. Hein, l'autorité, elle est là pour faire grandir. Elle est là comme un tuteur, pour aider les autres à grandir et à se perfectionner. La tyrannie, c'est j'impose aux autres mes vues, mes conceptions. Donc, je n'essaie pas à grandir, mais je leur impose mes vues. Vous voyez ? Ça, c'est la corruption de la monarchie, c'est la tyrannie. La corruption de l'aristocratie. L'aristocratie, c'est le gouvernement de peu.
de peu qui sont qualifiés normalement, les meilleurs. Voilà. Ça devrait être les meilleurs qui gouvernent, hein. Une espèce d'assemblée de personnes qui sont meilleures que les autres et puis qui devraient gouverner. Eh bien, la corruption, c'est l'oligarchie, hein. On a beaucoup parlé des oligarques aujourd'hui, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Les oligarques, hein, ce sont des gens qui sont extrêmement puissants parce qu'ils sont très riches, voilà, et qui tiennent les cordons du gouvernement. Ça n'a pas beaucoup changé. Alors, c'est la corruption de l'aristocratie, oui. Et puis la démocratie qui se corrompt dans la démagogie. Voilà. Alors, il qualifie ça. Alors, attendez voir. Je regarde. Où est-ce qu'il qualifie ça? Ça me... La corruption, la démocratie, tu peux de la démagogie. Démagogie. C'est ce qu'on voit maintenant avec Macron. Oh, ben voilà. Bon, ne donnons pas de... Alors, ce qu'il dit, c'est que donc la corruption de la monarchie en tyrannie, c'est donc le passage de l'autorité au pouvoir. La corruption de l'aristocratie qui veut être une justice distributive. Vous voyez, dans le suffrage universel, tout le monde a la même voix. Ce qui peut créer une injustice parce qu'il y a des gens plus compétents que d'autres, plus qualifiés, et leur vote a la même que quelqu'un qui n'a aucune formation, qui n'a aucune compétence, qui n'a... Voilà. Alors, l'aristocratie favorise la justice distributive, c'est-à-dire en tenant compte des qualités des uns et des autres. Donc, c'est les meilleurs qui gouvernent. Et la corruption, c'est l'oligarchie. Pourquoi ? Parce que l'aristocratie, comme c'est un gouvernement de gens qualifiés, évidemment le bien commun augmente et la richesse augmente. Et de même que le pouvoir monarchique se corrompt en tyrannie, l'aristocratie se corrompt en oligarchie parce que la richesse est trop grande et on n'est plus dans le bien commun, mais on est dans l'accaparement des richesses. Donc l'oligarchie. Et puis la démocratie qui se corrompt en démagogie, c'est parce que la démocratie met l'accent sur la liberté des personnes et donc favorise un petit peu de plaire à chacun, la démagogie, hein, pour laisser libre les gens aller dans le sens de la liberté des uns et des autres, hein. Alors il dit Aristote, eh bien, c'est aucun de ces trois régimes qui est le meilleur, mais c'est un peu la constitution des trois, hein, parce que la monarchie favorise l'attention, l'aspect familial, le caractère familial, la concorde, normalement. Regardez tous les pays où il y a des rois en Belgique ou même en Angleterre, la dévotion que les citoyens ont pour leur roi. Il est au-dessus des partis, de la droite, de la gauche, du centre, il est au-dessus. Donc tout le monde a confiance dans le roi, tout le monde. Vous voyez, la monarchie favorise l'aspect familial, c'est-à-dire la bonne entente entre les membres. L'aristocratie favorise la richesse du bien commun et la démocratie favorise la liberté. Alors il est évident que ce sont trois choses qui sont nécessaires pour le gouvernement d'une cité. Et donc le gouvernement le meilleur va tenir compte des trois. Alors je ne sais pas quelle forme il peut prendre, hein, Aristote ne le dit pas, mais conjuguer un monarque avec une oligarchie, avec une démocratie, c'est pour ça que vous avez un petit peu dans le gouvernement des nations quelque chose de ces trois. Vous avez un président qui normalement devrait être monarque, mais qui souvent se corrompt en tyran, hein. Vous avez une assemblée de gens qualifiés normalement pour gouverner, hein, et vous avez aussi le suffrage universel et les votes, hein, de la base, la démocratie. Vous avez un petit peu les trois normalement, hein, mais il y a aussi un peu les corruptions des trois. Alors selon l'état de corruption des trois aspects dans un gouvernement, ben, vous avez un état qui est plus ou moins bon, plus ou moins, voilà. Comme ça. Bon, je m'arrête parce que c'est déjà 10 heures. Et puis la prochaine fois, donc, on changera complètement
et on prendra le vivant, l'analyse philosophique du vivant. Voilà. On reprend quand, Paul-Marie? Eh bien, on reprend en mars, le premier je vous donnerai les dates. Hein. Normalement, c'est le premier dimanche de mars. Voilà. Mais c'est quand même très intéressant. Hein. Vous voyez, c'est très épais, hein, comme ça vaut le coup de le lire. Alors, il y a des choses qui sont désuètes, hein, il y a des choses qui sont complètement dépassées, mais le principe, je crois, il est bon. Il est bon. Il a vécu dans quel siècle? Pardon? Platon. Quelle date? Oui. Quelle date? Ah, juste avant Aristote. Juste avant. Comment? 22, le dimanche. Non, il a Non, demandé. non. Il y en a qui rêvent. C'est 4e siècle. Platon, c'est Aristote a été disciple de Platon pendant 20 ans. Et Aristote, c'est le 4e siècle avant Jésus. Oui, c'est ça. Grâce à toi, tu as raison. Allez. Vous avez des questions? Pardon. Vous avez des questions là, sur... Oui. Alors allez-y. Moi, j'en aurais une, mais Oui. ça fait rien. Parce que tel que Aristote le décrit là, bon, ça paraît vraiment assez remarquable, très juste, on voit bien. Dans l'histoire, à quel moment... D'abord, est-ce que ça n'a jamais été à peu près appliqué, à peu près, et à quel moment, disons, dans la pensée politique, ça se serait dégradé? Moi, je pense par exemple à Machiavel, peut-être même bien avant, où on ne considère plus cette sagesse, on peut dire, politique qu'Aristote ici nous développe d'une manière tout à fait intéressante. Alors, je ne suis pas historien, je ne pourrais pas vous dire si le régime tel que préconise Aristote a existé. Oui, ouais. Mais je pense qu'au point de départ, ça devait être comme ça, puisque c'est naturel. Vous voyez, avant que les hommes mettent leurs mains et que le péché corrompe tout, je pense qu'au point de départ, il devait y avoir... Vous voyez, au point de vue chrétien alors, vous voyez, au point de vue chrétien, au début c'était les tribus d'Israël, et puis c'était la nation qui était gouvernée. Alors ils ont voulu un roi, alors que Dieu voulait être le roi. Vous voyez, mais ils avaient des pères. C'est un peu l'aspect monarchique, les pères Abraham, Isaac, Jacob. Au début, tout le peuple d'Israël était gouverné par des pères. C'était l'aspect monarchique. Puis après, l'aspect monarchique, c'est un petit peu corrompu par les rois, et on voit bien la tentation. Les rois, ils ont tous mal fini, parce que c'était un peu le pouvoir et la domination qui prenaient le pas. Vous voyez ? Alors au début, je pense que ça devait être comme ça un peu. Et puis après, alors Aristote, vous voyez, il ne s'appuie pas sur l'histoire, hein, il s'appuie sur l'expérience et sur ce que devrait être la cité. Vous voyez ? Et c'est tout à fait logique. Donc on n'est pas sûr qu'elle ait vraiment existé, la cité. Voilà, on n'est pas sûr. Ouais, mais bon. Mais ça devrait être comme ça. Et que dit l'Église là-dessus? Que dit saint Thomas d'Aquin, par exemple? Sur la philosophie politique. Oui, alors il reprend ça tout à fait, hein, il s'appuie sur Aristote, mais alors il intègre aussi ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire toutes les Écritures, sur le gouvernement des hommes. Le vrai monarque, c'est Dieu, qui est père. Vous voyez, et donc il gouverne les hommes d'abord dans l'amour. Voyez, et dans la confiance. C'est comme ça qu'il gouverne les hommes. Ce qui était un peu notre ancien régime. Le roi était le lieutenant qui gouvernait un peu au nom de Dieu. Voilà, mais les rois. Attention, parce oui, que voilà, il y a eu des corruptions aussi. Ouais, hein. Vous voyez, à cause du péché, c'est pratiquement impossible de mettre ça en œuvre. Voilà. Le péché originel fausse tout, et puis toutes les conséquences, eh bien, il y a toujours de la corruption quelque part. Mais on a la vérité sur ce que devrait être la politique, vous voyez. Et donc c'est quand même une référence auquel on peut s'appuyer pour corriger ce qui est dévié. Et c'est toujours à reprendre, vous voyez, c'est toujours à refaire. Mais il faudrait une formation de philosophie politique. Vous voyez, Platon disait, seul le philosophe peut être roi. Hein, le philosophe roi, c'est celui qui a la connaissance de ce que c'est qu'une communauté humaine peut gouverner. Oui, mais c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que pour Aristote, c'était le contemplatif qui devrait être roi. Alors que non, hein, c'est le philosophe, oui, mais pas vous voyez, on ne peut pas demander à un moine de gouverner une... non. Voilà, il y a une prudence. Hein. Voilà. Alors Aristote se pose la question, est-ce que la prudence politique du citoyen, elle est égale à la prudence personnelle?
Hein? Et il dit que non. Il dit que non, c'est pas la même prudence. Eh oui. Je vais sur Elisabeth. Mon père en Afrique, là il y a une sœur, sa mère qui vient de décéder, eh ben, elle a eu 7 enfants, 41 petits-enfants, 73 petits-enfants, et c'était la matriarche, donc ça existe encore aujourd'hui. Alors en Afrique, on retrouve, oui, certaines choses, hein, au point que les tribus, elles ont leur propre loi, au-delà de la nation. Vous voyez, et en Afrique, on tient compte de cela. C'est-à-dire que le gouvernement, alors il y a des corruptions aussi, hein, parce que tous les présidents africains sont tous des tyrans, pratiquement. Hein, il y en a très peu qui sont. Mais les tribus, elles ont leurs us et coutumes dont l'État tient compte. Et puis c'est familial. Et c'est familial. Il y a tellement d'enfants et de petits-enfants. C'est familial. C'est familial. Mais il y a aussi des abus, vous voyez, il y a des excès. Il y a des excès aussi. Dans le sens familial qu'ils ont, il y a des rois, hein, et qui sont un peu dans le pouvoir, quoi, au lieu d'être dans l'autorité. Hein. Et parfois les mariages sont arrangés. Hein. Et c'est plus naturel, un mariage arrangé. Comme au temps des rois, hein, je m'excuse de le dire, mais les mariages politiques, ils étaient arrangés. Ils n'étaient pas naturels. Hein. Et voilà. Et donc ça corrompt un peu. Et moi, je me pose la question, je reviens à l'éducation qui serait mise aux mains de l'État. Et donc, vous aviez évoqué les différentes raisons, voilà, pourquoi les parents laissent faire ça. Et vous avez évoqué peut-être une flemme de la part, peut-être, des parents. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu une manipulation de leur conscience. Parce qu'à un moment donné, le ministère ne s'appelait pas Éducation nationale, il s'appelait Instruction publique. Voilà. Et à partir du moment où on a basculé en Éducation nationale, est-ce qu'on n'a pas justement manipulé les consciences des parents et fait en sorte que petit à petit, il y a cette dérive pour qu'on remette l'éducation aux mains de l'État. Voilà. Moi, je me pose la question. La place juste de l'État, c'est l'instruction, c'est acquérir des compétences. Mais l'éducation, c'est autre chose. C'est la formation du discernement, de l'amour, etc. C'est pas de la compétence, c'est pas l'instruction. Vous voyez, en vue du bien commun, il faut avoir des compétences. Donc l'État donne cette instruction des compétences, vous voyez, pour participer au bien commun. Mais l'éducation relève des parents. Voilà, et je me demande si on n'a pas un peu alors après, pourquoi l'État a changé? Pourquoi l'État est passé d'instruction d'éducation nationale? Est-ce que c'est un constat qu'il fait, c'est-à-dire que petit à petit les parents démissionnent et donc ils ont appelé ça éducation, ou est-ce que c'est pour forcer ce mouvement? Voilà. Ça, c'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire. Mais ça, on voit que le passage d'instruction à éducation, c'est caractéristique d'une corruption. Hein. Alors après, qui est l'auteur de la corruption? Il y a un peu de tout, je pense. Je voulais savoir si la politique actuelle semble forte, sur quoi elle s'est basée alors? Sur quoi elle s'est appuyée pour être aussi... Elle n'est pas si forte. Elle n'est pas forte. Non, elle n'est pas si forte. Sur quoi elle s'est basée? Oui, vous voyez, c'est la corruption du bien commun. Je crois que c'est la corruption du bien commun. Et puis, c'est la recherche du pouvoir de l'homme. Vous voyez, dans l'homme, il y a toujours cette inclination à dominer. C'est l'orgueil, au fond. Au plan chrétien, on sait que c'est l'orgueil qui veut toujours dominer. Alors, quand on n'est pas chrétien, l'orgueil qui est le péché principal, auquel tout se ramène, bien, quand vous avez une autorité et que vous avez le devoir de gouverner, avec l'orgueil, ça se transforme souvent en... Vous voyez, si on n'est pas chrétien, c'est difficile de gouverner. Et on voit, toute l'Écriture nous montre ça. Vous voyez, la corruption de l'autorité en pouvoir à cause de l'orgueil. Au plan chrétien, on a une explication. Quand on n'est pas chrétien, on peut constater et s'interroger, mais pourquoi c'est toujours comme ça? Alors après, ça prend des différentes formes dans les états différents. Vous voyez, nous, on est très dans la tête, à cause de Descartes, qui a mis d'abord la pensée avant l'existence. J'existe parce que je pense. Vous voyez, alors que c'est une conséquence. L'exister, il est antérieur.
à la pensée. Si j'existe pas, je ne peux pas penser. Donc, finalement, on pense et on pense en dehors de l'existé, c'est-à-dire en dehors du réel. On est un peu comme Platon, vous voyez, on impose des structures parce que c'est logique, c'est bien, voilà, et puis on met ça en place, vous voyez. Ça, c'est la pensée qui domine, au lieu de, comme fait Aristote, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est quoi? Et ça, c'est plus intelligent que de penser élaborer des systèmes très complexes, parfaits. C'est pour ça qu'il dit, Aristote, ne cherchons pas le plus parfait, mais le meilleur. Le meilleur, c'est le bien. Et le bien, il existe. C'est l'expérience. Tandis que la pensée, on recherche le parfait. Et ça, c'est pas bon.